Bon, alors, quoi de prévu sur cette chaîne? Alors déjà, petite remise en contexte. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux orages vers l'âge de 11 ans. J'ai commencé comme beaucoup en tant que chasseur de balcon, comme on aime bien les appeler dans la communauté. En gros, quand un orage approchait du domicile, je courais vers la fenêtre avec n'importe quoi qui était capable de filmer et je capturais les éclairs en vidéo, puis les publiais sur YouTube. Bon, je vous l'accorde, la qualité vidéo fait vraiment mal aux yeux, mais bon, soyez indulgents, c'était il y a presque 15 ans. Du coup, cette pratique m'a vite donné des moments mémorables comme cela. Oh. À la base, quand j'étais petit, j'avais très peur des orages. Le moindre coup de tonnerre me provoquait chez moi une sensation d'angoisse assez extrême. Puis lorsque j'arrivais à un âge où je commençais à consommer YouTube, j'ai eu la curiosité de regarder les orages à travers un écran. Observer les détails d'un éclair, la foudre qui frappe le sol, le tonnerre qui déchire le ciel, tout ça sans avoir peur. C'est d'ailleurs comme ça que je commençais à entendre parler du mot chasseur d'orage en tombant sur les vidéos de Mathieu Brochier, de Nicolas Gascard ou de Dimitri Rosel. Et à côté de ça, je tombais surtout sur des vidéos de personnes qui filmaient les orages à travers leurs fenêtres. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, pourquoi pas moi? En 2017, je découvre la photographie pendant mes études en école de cinéma et je commence sérieusement à m'y intéresser parce que je voyais un moyen de m'élargir dans les métiers de l'image. Et en parallèle des orages, je commence à m'essayer à différents styles de photos, du portrait au paysage, en passant par la street photo, la photo animalière, tout en me cherchant un peu, jusqu'à trouver mon vrai but dans la photographie qui est de capturer la nature sous différentes formes. Bref, là on arrive en 2020, j'ai 22 ans, je sors des études et je commence à mettre à mon compte dans les métiers de l'audiovisuel. Cette direction-là avait l'avantage pour moi de gérer moi-même mon planning, donc c'était beaucoup plus facile pour moi de donner des disponibilités en période d'orage pour me lancer à pleine balle dans les chasses aux orages. Bon, je bougeais pas très loin, je restais en Essonne avec 2 collègues que j'ai rencontrés sur une page Facebook dédiée aux chasseurs d'orage, et ensemble on forme le trio Les Chasseurs de Foudre. Bon, l'épi, je peux parler 2 minutes? Merci. Pourquoi les chasseurs de foudre? Pour une raison simple, budget serré au niveau de l'essence. Moi à ce moment-là je venais d'être à mon compte, donc les prestations c'était pas encore ça. Et étant bloqué dans le département, fallait compter sur la chance que Dame Nature nous offre un bon spectacle en période estivale. Sauf que l'Essonne, vis-à-vis des orages... C'est de la merde. Alors ici, à partir de 2017-2018, pour une raison que j'ignore, les orages commençaient à prendre de sales habitudes. L'abandon. Pour ceux qui l'ignorent, en période estivale, les orages se décalent en règle générale sur un axe sud-sud-ouest. Ces dégradations orageuses sont déclenchées par l'arrivée d'air froid en altitude, causée par un talweg sur l'Atlantique ou l'approche d'une goutte froide par la péninsule ibérique. Cet air froid passe au-dessus des basses couches où l'air chaud y est présent, ce qui crée l'instabilité, puis des orages. Alors bien sûr, c'est pas le seul ingrédient susceptible de déclencher des orages, il y a plein d'autres détails à prendre en compte, c'est assez complexe, mais on n'en parlera pas ici, peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, revenons sur ces orages maudits. Ils avaient pour habitude de se former dans le sud-ouest, centre-ouest et se diriger sur la région parisienne. Sauf que ces dernières années, pour des raisons qui m'échappent encore, les orages mouraient pile sur la frontière entre le Loiret, l'Eure-et-Loir et l'Essonne, nous laissant qu'un reste de paquets pluvieux inactifs alors que ça pétait sur la Sarthe et Lyon. L'estive parfaite. Dans ce cas de figure, les orages pilotés par le flux sud-sud-ouest prenaient une fois de plus sur le centre-ouest, voire l'Atlantique, par le littoral charentais, et prenaient bien soin de longer l'Île-de-France par la Sarthe et l'Eure-et-Loir. Si c'est pas carrément dans les Yvelines par la haute vallée des Chevreuses et la forêt de Rambouillet, qui sont des zones évidemment inchassables par leur étendue boisée. Tandis que les orages pilotés par un flux sud-ouest-ouest se contentaient juste de nous passer sous le nez en se baladant dans le sud de la Beauce, Orléans, et une partie de la moitié sud du Loiret, une fois de plus trop boisé et pauvre en point de vue. La cerise sur le gâteau. Prenez le premier scénario et enfoncez le clou en ajoutant que l'orage pourri qui nous a survolé finit par se réorganiser et matraquer le nord de Paris, et les départements plus hauts évidemment. Bon oui, je gueule beaucoup, mais on a quand même eu de belles choses dans les environs. En cette même année, je chasse pour la première fois en Italie, dans le secteur Ouest Turin, où c'est un secteur que je connais beaucoup car j'y vais depuis tout petit. Et en cette soirée du 15 août 2020, je découvre enfin une grosse partie du potentiel italien en ce qui concerne les orages, notamment la foudre. Et ouais, ça me changeait des situations d'Essonne. Dans ce secteur, les orages se formaient régulièrement sur les chaînes de montagnes par orographies,
notamment au-dessus du mont Viso, dont le sommet atteint les 3841 mètres d'altitude. Si les conditions le permettaient, ces orages finissaient par déborder sur la plaine par Saluzzo, Barge et Pinerolo, gagnant en intensité électrique et pilonnaient les champs et villes qui se tenaient sur leur trajectoire, jusqu'à atteindre Turin pour poursuivre leur route dans la plaine du Pô. Et depuis ce fameux soir qui m'a vraiment marqué, quand j'arrive en Italie tous les ans en été, je remets systématiquement le couvert à chasser dans la campagne et la montagne italienne. Les années suivantes, ayant un budget essence plus intéressant, j'ai pu élargir mon terrain de jeu, notamment par la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Beauce, les régions centre, m'offrant de magnifiques paysages que j'avais pas l'habitude de voir en région parisienne, surtout quand les orages y sévissaient. Également, la photographie prenait de plus en plus le pas sur la vidéo, car ces dernières étaient difficiles à réaliser à cause de la sévérité de YouTube en ce qui concerne les droits d'auteur pour les musiques. Et les musiques font partie du cœur du contenu que je crée. Il a fallu se rabattre sur les musiques libres de droit, notamment par la bibliothèque YouTube, mais le rendu n'était pas pareil. Alors pour la faire courte, les musiques que j'utilisais dans mes vidéos, c'était des musiques de mes playlists quotidiennes que j'écoutais un peu tous les jours. Et il y a certaines d'entre elles qui m'inspiraient vraiment pour les clips. Bon bah on va en profiter un coup. Hein. Sinon ça va vous ? Dans ces moments-là, je commençais à comprendre la composition du morceau, son rythme et la répartition des instruments tout en visualisant mentalement les éclairs déchirer le ciel et frapper le sol. Et de là naît exactement l'idée des effets de rythme, savoir où cutter, quand ralentir ou au contraire quand y introduire un timelapse. Donc autant vous dire qu'à force de voir ces vidéos se faire striker ou se faire mute par YouTube, il y a vraiment de quoi être frustré. Je décide donc de persévérer quand même avec les musiques libres de droit que je trouve sur d'autres sites, mais le rendu n'est pas le même et finalement un rendu assez fade. Les conséquences, c'est que la cadence de vidéo ralentissait, ma motivation baissait et finalement je sortais plus rien. Donc au final, je commençais à me concentrer seulement sur la photographie sur le terrain. Puis il y a un an, j'ai repris la création des clips pour Instagram, car j'avais accès aux musiques connues sans prendre le risque d'enfreindre la moindre règle des droits d'auteur. Mais je n'arrive toujours pas à m'adapter au format vertical, donc au final j'en ai très peu fait. En juillet dernier, j'expose chez les copains du stock un bar à bière et concert rock situé à Mency. Pour l'occasion du vernissage, je monte un clip compilant quelques chasses aux orages que j'ai pu filmer entre 2020 et 2025, en utilisant évidemment une musique libre de droit. Cette vidéo est d'ailleurs déjà en ligne sur la chaîne. Dès le début de 2023, je m'associe avec Mathieu Brochier pour relancer le site chasseurdorage.com. Ensemble, on recrute un groupe de passionnés qui deviendra une équipe, qui deviendra par la suite une association, dans le but final de créer le Festival des Chasseurs d'Orage dirigé par Mathieu. Malheureusement pour moi, j'habite en banlieue parisienne et tout se passe à Lyon. La distance et le manque de temps m'a fait prendre la décision de quitter l'assaut juste avant la première édition du festival. Je passe d'ailleurs la bise à Mathieu, Grégory Modzen et à toute l'équipe qui doivent courir partout à l'approche de la deuxième édition. Les gars, si vous m'entendez, force à vous, on est ensemble. Et oui, l'édition 2026 approche à grands pas. Il se déroule du 3 au 5 avril à l'espace Albert Camus à Bron, aux portes de Lyon, donc n'hésitez pas à y faire un tour et soutenir le projet. Cette expérience au sein de CO m'a beaucoup apporté, car j'ai pu travailler avec des personnes qui, à l'époque, m'avaient indirectement transmis leur passion par leurs médias, comme Mathieu Brochier, mais aussi Christophe Asselin de la chaîne Chronique Chaotique, qui était mon binôme dans la régie vidéo lors du tournage du Paratonnerre 2023. En gros, c'est une émission en direct sur Twitch parlant de divers sujets autour des chasses aux orages et des tornades. Par la suite, on a travaillé ensemble sur une de ces vidéos des séquences tournées dans Paris. C'est une vidéo qui parle de l'effet alerte, dont je vous laisse la regarder si vous ignorez de quoi il s'agit. J'ai pu aussi rencontrer plein d'autres confrères que je suis sur les réseaux sociaux et dont j'apprécie vraiment leur travail, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, oui là tu t'es éloigné du sujet, du coup, quoi de prévu sur la chaîne? Je prévois dans un premier temps le retour des clips que je faisais depuis le début, parce que c'est quand même le concept principal de la chaîne. Et cette série s'appellera The Lightning Show. Mais également aussi des vidéos brutes d'impact de foot proche capturées lors de mes chasses. C'est quelque chose déjà que j'avais commencé à installer sur la chaîne et qui avait l'air de plaire aussi beaucoup. Éventuellement, peut-être la création de shorts YouTube, de choses variées qui se passeront sur le terrain. Mais c'est vraiment pas sûr, j'ai encore un peu de mal avec ce format. Et enfin, si ça vous intéresse, pourquoi pas écrire des récits de chasse et créer un format reportage un peu des images que j'aurais prises sur le terrain, un peu comme fait Maxence Verrier ou Christophe Asselin ou Cody. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous branche. Donc là, il faut savoir que j'ai déjà des clips qui sont montés, qui sont prêts à être publiés, donc les prochaines vidéos seront essentiellement des clips. Après, quand la saison des orages commencera vraiment en 2026, si la saison est bonne évidemment, je vais pouvoir commencer des formats un peu plus différents et plus complexes. Donc moi je vous dis à très vite pour le prochain rendez-vous, c'était BNE Visual, orageusement.